Quand on pense à la Grèce, on a tous cette image en tête, non? Le Parthénon, le soleil qui tape sur les ruines antiques. On a l'impression que ça a toujours été là, que c'est éternel. Eh bien, cette image, elle n'est pas tombée du ciel, loin de là. C'est en fait une construction politique et même assez récente. Et c'est justement cette histoire fascinante qu'on va décortiquer ensemble. Pour la Grèce moderne, ce passé antique, c'est le socle, c'est la base de tout. Sauf que c'est un socle un peu bizarre, un peu paradoxal. C'est un trésor immense, bien sûr, mais en même temps, c'est un poids qui peut paraître écrasant. Et c'est là que réside toute la complexité du rapport des Grecs à leur propre histoire. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui l'Acropole? On pourrait se dire, c'est simple, c'est le spot touristique numéro 1, non? Mais en réalité, pour les Grecs, c'est tellement plus compliqué que ça. C'est une affaire d'identité, de fierté et parfois de grosse fatigue. Et ce paradoxe, il est là, noir sur blanc. D'un côté, on a l'élan national. On se souvient tous de Mélina Mercouri, la ministre de la Culture, qui a fait du retour des marbres du Parthénon une véritable croisade patriotique. C'est notre héritage. Et de l'autre, ce cri du cœur, presque une provocation, de l'écrivain Vassilis Alexakis qu'on en finisse avec l'Acropole. Fierté contre ras-le-bol. Comment est-ce possible d'être à ce point partagé sur son symbole le plus fort? Et attention, ce que dit Alexakis, c'est pas juste une petite provocation en l'air. C'est un sentiment bien réel qui circule chez une partie des intellectuels grecs. L'idée que cette antiquité, qu'on agite sans arrêt comme un drapeau, finit par jeter une ombre immense, par étouffer la culture grecque d'aujourd'hui, la culture vivante. C'est un peu comme si ce passé était devenu si immense qu'il ne laissait plus d'oxygène au présent. Bon, pour vraiment piger d'où vient cette tension, il faut qu'on remonte le temps. Et pas qu'un peu. Il faut retourner à une époque où la Grèce en tant que pays n'était même pas encore une idée. C'était juste un rêve. Il faut bien se remettre dans le contexte. On est à la fin du XVIIIe siècle. Si on regarde une carte de l'époque, le mot Grèce n'existe pas en tant que pays. La région qu'on appelle la Grèce aujourd'hui, elle fait partie de l'Empire ottoman. Et ça fait des siècles que ça dure. Pour la plupart des gens qui vivent là, l'idée d'une nation unie autour des vieilles ruines, ça ne peut pas dire grand-chose. Alors, qui allume la mèche? Eh bien, chose assez surprenante, l'étincelle, elle vient de l'extérieur. D'abord, des intellectuels grecs qui vivent à l'étranger, comme Coraïs à Paris. Ils rêvent d'une nation qui retrouverait sa grandeur antique, avec une langue purifiée. Et surtout, il y a les philhellènes européens, des romantiques comme Lord Byron, qui ont grandi avec les textes d'Homère et qui se sont mis en tête d'aller libérer les descendants de Périclès en projetant leurs propres fantasmes sur ce pays. Et ça, c'est vraiment le point clé. La Grèce qui va inspirer l'Europe et qui ensuite va inspirer les Grecs eux-mêmes, ce n'est pas la Grèce réelle de l'époque. C'est une antiquité fantasmée, une image d'Épinal. C'est une image que l'Occident renvoie aux Grecs, un peu comme un miroir qui leur dit « voilà ce que vous devriez être ». Ok, la guerre d'indépendance, c'est gagné. La Grèce est un État. Super. Mais un État, ce n'est pas encore une nation. Alors, comment on fait pour transformer des communautés très diverses en un seul peuple unifié? La réponse des nouveaux dirigeants va être radicale. Avec des pierres, littéralement. Et ça ne traîne pas, c'est ça qui est fou. La vitesse à laquelle l'archéologie devient une affaire d'État est stupéfiante. Avant même la fin de la guerre, en 1827, hop, on interdit l'exportation des antiquités. En 1833, on choisit Athènes comme capitale, alors que c'est un petit bourg à l'époque, uniquement pour le symbole de l'Acropole. Et direct, en 1834, on crée un service archéologique. Le message est hyper clair. Le passé, ce n'est pas juste un truc pour les scientifiques, c'est l'outil numéro 1 pour construire le futur politique du pays. Et pour voir cette stratégie en action, le meilleur exemple, c'est la transformation d'Athènes. C'est radical. Première étape, on fait table rase du passé récent. On démolit les mosquées, les bazars, les maisons de l'époque ottomane. Tout ce qui rappelle les siècles d'une autre histoire doit disparaître. Deuxième étape, on plaque par-dessus une vision toute neuve, un plan néoclassique dessiné par des architectes occidentaux, pour que la capitale moderne ressemble à une capitale antique. Le but derrière tout ça, il est 100% politique. Et c'est un sacré pari. Il s'agit de forger une âme commune, une conscience nationale, à une population qui n'en a pas forcément. Il faut convaincre des paysans, des pêcheurs orthodoxes, qu'ils sont en fait les héritiers directs de Périclès et de Platon.
et que c'est cet héritage glorieux qui doit être le ciment de la nouvelle nation. Mais bon, la Grèce classique, c'est bien, mais pourquoi s'arrêter là? Pour que le récit national soit vraiment puissant, il fallait une histoire encore plus longue, encore plus profonde, une ligne qui ne serait jamais interrompue et qui plongerait ses racines au plus profond des âges. Et c'est là qu'arrive une idée de génie, une idée maîtresse, la thèse de la continuité. Elle est popularisée par des historiens comme Constantin Paparrigopoulos. Le concept est simple mais redoutablement efficace. Affirmer que l'hellénisme est une chaîne unique, sans aucune rupture, qui va de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, en passant par l'Empire byzantin. Et hop, d'un coup de baguette magique, les siècles sous domination ottomane deviennent une simple parenthèse, un accident de parcours. Et voilà ce que ça donne, visuellement. L'histoire nationale ne commence plus avec Périclès. D'un seul coup, cette nouvelle histoire nationale englobe tout. Les Mycéniens, les Minoens en Crète et même les toutes premières cultures du néolithique. C'est une véritable OPA sur des millénaires d'histoire. Et tout ça est directement rattaché à l'État grec moderne qui vient de naître. Et là, comme par magie, l'archéologie débarque et amène sur un plateau les preuves qu'il fallait. Les trésors incroyables que Schliemann déterre à Mycène, ce qu'Evans découvre à Knossos en Crète, tout ça est immédiatement vu comme les tout premiers maillons de cette grande chaîne hellénique. Le clou du spectacle, c'est dans les années 50, quand on déchiffre le linéaire B et qu'on prouve que les Mycéniens parlaient bien une forme archaïque de grec. Pour beaucoup, ça y est, la thèse est validée par la science. Bon, après tout ce détour historique, on peut revenir à notre question de départ, à notre paradoxe. Maintenant, on a toutes les clés pour comprendre. En fait, si on résume, on voit que l'identité grecque moderne s'est construite sur deux immenses piliers, tous les deux mis en place au XIXe siècle. D'un côté, ce passé antique grandiose, sculpté et promu par l'État, à travers l'archéologie, l'école, l'architecture, et de l'autre, l'Église orthodoxe, l'autre grande institution qui a permis d'unir le peuple et de tracer une frontière culturelle très claire avec le passé ottoman musulman. Et voilà, la boucle est bouclée. On comprend enfin ce fameux paradoxe. L'Acropole, c'est à la fois un trésor et un fardeau. C'est un trésor parce que c'est le symbole même de la naissance de la nation, l'outil qui a permis de la rêver et de la construire. Mais c'est aussi un fardeau parce que la présence écrasante de ce passé glorieux peut donner l'impression que le meilleur est déjà derrière et qu'il est terriblement difficile pour la Grèce d'aujourd'hui de rivaliser avec son propre mythe. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question qui dépasse largement le cas de la Grèce. La prochaine fois qu'on se retrouvera devant un site historique, n'importe où dans le monde, on pourra peut-être se poser la question, l'histoire qu'on me raconte ici, c'est l'histoire de qui? Qui l'a choisie? Et dans quel but? Parce que ce que le cas grec nous montre de manière éclatante, c'est que le passé, ce n'est jamais neutre. Ce n'est jamais juste un tas de vieilles pierres, c'est toujours une histoire qui a été construite, choisie et racontée dans un but bien précis.